Chères internautatrices et chers internautateurs, chères Facebookeuses et chers Facebookers, car oui, nous sommes en même temps en live sur Facebook, bienvenue dans cette Crac TV, où nous allons papoter tranquillement avec l'équipe de Funforge. Puisque aujourd'hui, on vous a reçu à l'officine pour faire quelques vidéos sur de jeux, de nouveautés, et on s'est dit qu'on allait en profiter pour discuter un petit peu de Funforge, et puis faire un petit peu de promotion sur Facebook pour les vidéos qui vont venir, qu'on a tournées aujourd'hui. Voilà, qui sont accessibles pour les abonnés et tout ça, un petit peu plus tard sur fab.tv. Donc j'ai la joie d'accueillir Madame Gersandre de Funforge, comment ça va bien? Ça va bien. Ouais. C'est cool. C'est cool, tu parles comme ça va. Ouais, j'ai toujours cette petite voix. On n'entend jamais. Ouais, alors que Madame Charlotte, elle parle beaucoup plus fort. Ça va, Charlotte? Ça va, ça va. Ouais. Je suis au soleil et tout, il fait bon. C'est le soleil, c'est oui, c'est d'accord. Puis Elle confond voilà, les c'est- lumières du plafond avec du soleil. Elle est Oui, gentille. mais oui. Ouais, Et oui, puis oui, Monsieur donc, Philour, comment ça va? Ouais. Ça va. Je viens du Nord, c'est pour ça. Tu viens du nord de la France. Voilà. Et oui, d'ailleurs, on ne la connaît pas, c'est la première fois que je la vois. Eh ben ouais. C'est une nouvelle recrue, parce que Gersandre, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais ça fait une heure qu'on se connaît. T'as pas embauché pour venir quand même. Non, Charlotte, non, elle est non. arrivée Janvier. début janvier. Ouais. 2016. Tout début janvier. Donc en fait, en gros, ce qu'on peut dire, avec, on va commencer là-dessus, on est là pour parler de Funforge, c'est que du coup, ça se développe bien l'activité. Ouais, ça se développe bien. Ouais, ça fait notamment 2-3 ans que ça accélère beaucoup. Ouais. Et puis là, depuis qu'on a commencé la distribution il y a 2 ans, ça a été une nouvelle aventure. 2 ans déjà, ça passe super vite, dis donc. Ça fait 2 ans, ouais, quasiment jour pour jour. Parce qu'on va le rappeler pour ceux qui ne vous connaissent pas, Funforge, c'est d'abord toi au départ. Ouais. Tu viens du monde du jeu vidéo, hein, Ouais. c'est bien ça. Ouais, hein. c'est Je t'avais ça. croisé chez Cyril Demingue, tu fréquentais Nicolas Normandon qui bossait dans le jeu vidéo aussi un petit peu. Je l'ai vu dans Toutes une les soirée là-bas. racailles, Toutes les racailles ouais. qui bossent aussi un peu dans le jeu vidéo. Ouais, Et tu t'étais mis à faire des jeux de société. ouais. À et monter c'est- Funforge, tu c'est il y débutais a- Ouais, c'était il y a 8 ans. Ouais. C'était en 2008. Et puis c'était juste un tout petit éditeur quoi, Ouais. qui avait popé voilà, au milieu des autres comme d'autres. Et puis bah, ça a évolué petit à petit. Un jeu, 2 jeux, 3 jeux, quelques Ouais. succès, Bah, quelques embrouilles. On a fait quelques embrouilles. Je sais pas quand on décide après de devenir. Non, mais c'est Non mais oui, ouais, bah, forcément il y a toujours des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, bah, des gens avec qui on évidemment. s'entend, des gens avec qui on s'entend pas. C'est la vie. Voilà, c'est c'est le la principe vie. de la vie. Mais ouais, surtout, bah, on a fait Tokaido en 2012 qui a beaucoup changé de choses chez nous, qui a apporté un nouveau souffle. Hein, Avec très clairement. voilà, Kickstarter, là aussi des embrouilles Kickstarter. Pas, Ouais, ne mais cache ça, c'est pas. le principe de C'est Kickstarter. normal. Hein ah oui, mais c'est Oui, ça, c'est pour ça que je dis c'est quand il y a des ouais. embrouilles, Ouais. le monde du jeu de société n'est pas un monde où tu vois, on fait que des cœurs. Tout à l'heure, je demandais des Non, cœurs sur non, Facebook. bah, il y a des complexités de prod, des choses qui sont plus ou moins bien maîtrisables, qui font que, bah, oui, on se retrouve dans des situations qui sont inconfortables pour tout le monde, Ouais. donc, qui sont un peu complexes à résoudre et à Ça amener prend beaucoup jusqu'au bout. d'énergie, ça mine Ça le prend- moral. ouais, ça prend du temps. Ouais, je pense que c'est le lot de tous les projets comme ça qui sont les projets participatifs, c'est les projets qui sont, bah, t'es en frontal avec tout le monde. Ah oui, donc c'est colossal. forcément, C'est pire en pire, là, je trouve, moi. bah, nous, c'est, on s'est arrêté à celui-là pour le moment, donc ça nous a. Ah, ça pour nous le a moment. suffi. Ouais, ouais. Je bon, enfin, me on souviens verra de toi, il y bien, a un an ouais. peut-être où c'était Ouais. plus jamais Non, comme mais il y a couper tout- demain si j'y retourne. Et là, Alors du sur coup, Kickstarter, c'est clair qu'on n'y retournera pas sur Kickstarter. Mais après tu vois, il y a des choses qui se font depuis longtemps dans le jeu, la souscription, ce genre de Ouais, choses bien sûr. sur des projets. On parlait d'Agricola, on en parlera d'ailleurs après par rapport à Ah. des projets qui tournent sur Ok. Agricola. Mais oui, moi j'ai trouvé que l'édition via Kickstarter, c'est vraiment une façon de faire qui est totalement différente de la nôtre à la base. On avait un peu sous-estimé la différence de process entre Kickstarter et l'édition classique. On a joué un peu de malchance sur des productions avec les usines qui nous ont amené. Enfin bon, c'est toute une production qui a été compliquée, qu'on a menée à terme quand même, qu'on a quand même livré au bout, je pense, avec la qualité qu'on avait annoncée. Nous, en tout cas, on est satisfait de ce qu'on a livré. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, oui, parce que c'est normal, c'est ouais. le principe. Mais toutes les campagnes qui sont annoncées comme étant de futures réussites magnifiques se heurtent à ce genre de bah, difficultés. forcément, hein. parce que plus tu attires de monde qui pledge, Ouais. plus ça fait fabriquer 1000 exemplaires d'un jeu, c'est pas comment fabriquer 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, ça Ouais, n'a voilà. rien à voir. Je pense que tout le monde l'a vécu, hein, Conan l'a vécu, Ouais. les projets Cool Mini le vivent systématiquement. Enfin voilà, tous les projets qui prennent une ampleur certaine sur ces plateformes-là se heurtent à ces moments-là à des contraintes. Donc c'est heurté à des contraintes structurelles vis-à-vis des usines. Typiquement des usines qui fabriquent des figurines, on s'adresse à une usine qui fabrique des figurines, quand même, on
voulait une qualité assez certaine. Ces usines-là, c'est pas n'importe lesquelles, donc c'est des usines qui fabriquent beaucoup de figurines pour beaucoup de gens. On est tombé dans des slots de production où ils étaient débordés pour toutes les figurines qui fabriquaient pour des produits dérivés, etc. Donc tu dois rentrer au chausse-pied parce que toi, tu as beau avoir 300 000 figurines à produire chez eux, ils disent c'est tout, 300 000. On est en train de faire 30 millions de figurines Assassin's Creed pour inonder. Faut passer après parce que c'est pas les mêmes budgets. Voilà, c'est ça. Donc bon, ça a été tout un enchaînement de paramètres plus ou moins heureux qui ont fait que le projet a été compliqué, quoi. Forcément, il a pris du retard, avec des embrouilles, comme tu dis, des mécontentements complètement. Puis les gens qui sont pas contents, on les entend parler maintenant avec les réseaux sociaux. C'est la majorité silencieuse et une minorité de gens qui s'expriment très fort. Voilà. Après, ils n'ont pas systématiquement tort dans ce qu'ils disent. Hein. Il y a des nous avec un an de retard. À un moment, on se met aussi à la place de ces gens-là. On peut comprendre une certaine exaspération dans l'attente et dans l'envie légitime de recevoir ce pourquoi on a. Bien sûr. Ok, donc c'était le chapitre crowdfunding, comme on dit. Donc effectivement, on en avait parlé, je me souviens, il y a un an où tu étais venu, on en avait discuté. Et puis c'est là où vous commenciez aussi à un peu plus réfléchir à... c'est peut-être il y a 2 ans, puisque tu venais, tu parlais de distribution. Voilà, donc du coup, vous êtes devenu votre propre distributeur. Donc tu dis ça a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Et donc c'était vos propres produits déjà pour commencer? Oui, c'était nos propres produits. Et c'est toujours vos propres produits? Alors c'est un peu différent. On a toujours comme leitmotiv de sélectionner ce qu'on fait rentrer dans le catalogue de distribution. D'accord. C'est-à-dire que nous, on considère aujourd'hui la distribution comme de l'édition pour notre part. C'est pour ça que tu vois nos logos sur tous les jeux qui viennent d'ailleurs. Alors, les petites boîtes qui sont là, ça c'est les 2 nouveautés. Donc Pocket Madness et puis Hop. Ça c'est des jeux dont on a parlé depuis un moment. Surtout celui-là, il a eu le Spiel. Le Kenner Spiel. Le Kenner, celui alors c'est à l'envers, Germain. C'est compliqué parce que Germain tout à l'heure il fait des plans à l'envers. Les gens vont dire mais il est complètement couillon, c'est à l'envers, non, c'est la caméra. Mais alors quand il va être face, ça va être dans l'autre sens. Enfin bref. Donc oui, Ice Love Sky, j'en ai fait une petite présentation vidéo il n'y a pas très longtemps pour Silence on joue. C'est un très bon jeu. Ça a été vraiment une excellente surprise ça, pour nous. Tous ces jeux-là, donc ceux que tu as présentés, ça c'est vous. Ça c'est des créations originales, c'est nous qui l'éditons, qui le concevrons, qui l'éditons, qui faisons toute la publication. Ça c'est des imports, donc c'est des jeux qui sont issus du catalogue Lookout Mayfair, avec qui on a un accord exclusif de distribution. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir éditer et distribuer leurs jeux dans la francophonie. On a signé un accord exclusif sur tout le catalogue, passé et à venir. Et donc on sélectionne aussi les jeux, on s'entend très bien avec eux, on sélectionne les jeux qu'on estime être de bons jeux, voilà, pour le marché, notamment le marché français. Tout n'est pas bon à prendre chez eux. On a eu des mauvaises surprises, par exemple Hengist, qui est un jeu qui est quand même un jeu pour 2 de Uwe Rosenberg, qui sort juste après Patchwork, qui a été un succès colossal et une réussite superbe. Qu'on n'a pas ici parce que le Bobs l'a volé au bureau pour pouvoir jouer chez lui. C'était un super jeu et il sort après Hengist, qui est un jeu qui est complètement buggé, qui n'est pas fini. Lookout eux-mêmes nous disent que c'était un jeu qui n'était pas fini. Pourquoi ils l'éditent? Ça fait partie des grands mystères qu'on a toujours du mal à comprendre. Voilà. Et après, ils nous disent, 6 mois après, on a corrigé la règle, machin, c'est super maintenant. On leur a dit, c'est trop tard, le jeu il est mort, quoi, globalement. Donc, mais bon, ils sont assez ouverts pour nous laisser vraiment sélectionner ce qu'on veut. On s'engage quasiment sur tous les produits. Hein. Là, aujourd'hui, on a fait Patchwork, Isle of Sky, Tramban et Agricola, dans l'ordre de sortie. On est en train de préparer pour Agricola Agricola, c'est ça. Hein. Ça, c'est la nouvelle version. C'est ça. Donc, ça, c'est pas juste une version qui est la même que l'ancienne avec juste notre logo dessus. C'est vraiment une nouvelle version. C'est-à-dire que c'est une version c'est un peu l'édition 10e anniversaire. C'est-à-dire l'auteur a complètement retravaillé son jeu. Il l'a épuré. Il s'est débarrassé d'une grande partie des cartes. Il y a 3 fois moins de cartes que dans l'édition de base. Donc il y a beaucoup de gens qui nous ont dit il y a beaucoup moins de cartes qu'avant. Mais il a changé en fait la façon de jouer. C'est-à-dire que les plateaux sont différents. Il y a beaucoup de choses qui se jouent avec les plateaux maintenant, des interactions entre les cartes et les plateaux. Il a optimisé. En fait, Uwe Rosenberg, il communique énormément avec sa communauté de joueurs. Et il a vraiment eu beaucoup de feedback qui l'ont amené à faire des changements dans le jeu. Et c'est arrivé à cette nouvelle édition qui est chez nous maintenant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Agricola, c'est un jeu très très étonnant. Alors c'est au départ considéré pour un jeu core, c'est-à-dire pour un mec qui aime de la gestion. Alors c'est un jeu à l'allemande pure, gestion, cube en bois, ressources, optimisation, tableur Excel dans ta tête, qui a eu une vie un peu étonnante, puisqu'il a énormément plu à la communauté ultra geek, comme on dit, c'est-à-dire à la mienne, quoi, celle dans laquelle moi je me retrouve. Mais de par son thème,
et de par la visualisation qu'on pouvait avoir de ces actions avec le thème, c'est-à-dire le thème expliquait les actions, la reproduction, etc. des animaux, il a dépassé le cadre du joueur corps pour atterrir dans des familles. C'est-à-dire que ça a vraiment élevé le niveau, comme on dit. Chez les joueurs, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça a un peu remplacé Puerto Rico, qui pendant des années a été le jeu phare représentatif de ce qu'était le jeu à l'allemande. Ça l'a remplacé. Ça a eu un succès monstrueux. Le nombre d'exemplaires vendus de par le monde, plus de 100 000 ou 250 000 pour un jeu comme ça, c'est juste monstrueux. 250 000, c'est juste monstrueux. Et à chaque fois, j'aime le dire, on nous bassine avec les disques d'or de Johnny Hallyday, 100 000 exemplaires. Non, mais c'est clair que ça fait partie des projets. Alors, c'est pas un jeu. Maintenant, c'est compliqué de dire que c'est pas un jeu accessible parce que ça l'est finalement. Alors en fait, ils ont, en même temps qu'il a retravaillé le jeu, ils ont aussi retravaillé la gamme en termes de logique d'édition chez Lookout. C'est-à-dire que ça, donc c'est une réédition optimisée de Agricola. Celui-ci se joue que jusqu'à 4 joueurs, contrairement à l'ancienne version. Mais là, on va sortir une extension d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, 5-6 joueurs. D'accord. Donc on pourra jouer c'est jusqu'à ça le 6 petit joueurs. truc spécial Non, il y a aussi une version Agricola Family qui existait déjà, mais qui est aussi une version retravaillée. Nous, on l'a. Alors pour le coup, c'est le premier projet qu'on a. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une coédition avec eux, mais on va complètement le relooker. C'est-à-dire que autant cette version-là, et comme tu disais, c'est pour un public qui a déjà bien identifié ce jeu-là. Il y a un rendu graphique qui plaît à beaucoup de gens. Enfin, c'est pour une niche qui est assez particulière, qui est assez grande, mais qui est assez particulière. La version Family, elle a vocation à être distribuée vraiment dans un peu plus pas les grandes surfaces, mais plus le mass market. Donc ça, pour le coup, c'est un type de rendu graphique qui ne marche pas dans le mass market. Donc on va le relooker complètement, on fait quelque chose qui est plus… Plus comme ça, plus comme hop, non, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là, mais c'est quelque chose qui est un peu plus… je pourrais te montrer quelques images peut-être. Sur ton téléphone. Si j'en ai dans mon téléphone, je peux te montrer une image de… Tout ça est super préparé à mort. Ouais, à mort. C'est des papotages en fait, c'est ça. Oui, pendant ce temps-là, Jarsan, toi, tu as été embauché chez Funforge depuis combien de temps? Alors, la date précise. Alors, le 22 septembre 2014. Ouais, ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Ton boulot, c'est la communication, c'est ça? Ah non, mon boulot, c'est l'administratif. C'est moi Ah, ça, c'est la communication. Toi, c'est l'administratif? Ouais. Alors, tu fais le truc chiant, mais tu joues en fait et tu viens ici pour jouer. L'administratif, c'est chiant. C'est vrai, c'est pénible. Ah, mais sans elle, on serait. Non, mais le truc, c'est qu'on est une petite équipe, donc de toute façon, on participe tous. On est aujourd'hui, on est 8 avec le commercial. Et on participe tous aux sélections du catalogue, à la conception du jeu. Enfin voilà, tout le monde donne son avis. Après, c'est pas un processus super démocratique. Cherche les images. Ceux qui me connaissent savent que… Alors, Jarsan, alors, où est-ce que tu fais de l'administratif, mais tu te retrouves dans une boîte de jeux de société. Tu étais joueuse avant de bosser pour Funforge ou comment ça se passe? Oui, un petit peu. Un peu. Tu t'es dit, bon, bah, je vais plutôt aller là. Surtout avec Philippe, on se connaît depuis longtemps. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est un débauchage. Plutôt positif. Tiens, je peux te montrer. Et pendant ce temps-là, il a trouvé les images. Tu as vu comme c'est bien combiné. Ça, c'est par exemple… Alors, caméra déportée ici. Ça, c'est quelques rendus. C'est complètement work in progress, ça. Alors, je peux pas. Si je peux peut-être monter un petit peu plus comme ça. Ça, c'est quelques rendus des bâtiments, par exemple. Ça donnera une idée du look. C'est très joli, ça, en fait. Il y en a d'autres après. Je peux zapper sans tomber sur des photos de famille. Non, il y a ça. Oui, c'est effectivement très, très, très joli. Mais même pour la version classique. Ça, c'est l'illustration de boîte. Qui fait ça? Qu'on a refaite. C'est des artistes brésiliens. D'accord. Qui font ça. Voilà, encore d'autres illustrations de Mathieu. L'idée, c'était d'avoir quelque chose entre du Farmville et du Disney. D'accord. Complètement assumé au niveau des Ça influences. marche bien. Et Agricola, il y a aussi dans les tuyaux, autour d'Agricola, il va y avoir des decks de cartes supplémentaires qui sont prévus aussi. Et il y a une version, alors la version collector d'Agricola, qui est un espèce de truc qui est censé être un monstre absolu avec plus de 1000 cartes. Ah oui. Qui est un projet totalement nébuleux, y compris chez Lookout. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où ils en sont, ils ne savent pas quand ils vont le sortir, ce ne sera probablement pas avant 2018. C'est dans les tuyaux. Au niveau de la com, on est bien là? Oui, on prépare le terrain. Là. Ils savent une seule chose, c'est que eux, de leur côté, ils vont le faire via le financement participatif. Oui, parce que les trucs collector, il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et après, Agricola, c'est effectivement, il y a un public vraiment de fans. Quand tu as 250 000 boîtes vendues, si ne serait-ce que 10% des gens achètent ta boîte collector. C'est
ce que nous on a vécu. C'est ce que nous on a vécu avec Tokaido. Oui, c'est ce qui s'est passé un peu. Et du coup, nous on fera de notre côté aussi probablement pas forcément une campagne de participatif, mais probablement une souscription. D'accord. Pour la version française? Pour la version française, ouais. Ouais. Nous on va tout localiser, donc ce sera pour la version souscription, française. C'est histoire de savoir combien il faut en produire. Ouais, c'est ça. Pour pas prendre de risques financièrement. C'est ça. C'est pas plus mal la souscription finalement comme principe. Et en fait, on va accoler cette souscription à leur campagne de participatif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout ce qui sera débloqué via leur campagne viendra dans la souscription. Ok, bon, on a le temps. On saura à nouveau pour remettre ça au point parce qu'une campagne participative, souscription ou pas, ça se prépare très longtemps à l'avance. Ok, donc ça c'est pour Agricola, le grand super méga classique des jeux. Alors ceux qui découvrent le monde ludique et qui passent là par hasard. Sachez que c'est accessible, mais pas vraiment pour tout le monde. C'est du lourd. Une partie, c'est 90 minutes. C'est la version famille qui sera accessible. 90 minutes minimum. Ouais. La version famille sera accessible pour tout le monde. Dans la version famille, il n'y a pas de carte. Elle arrive quand la version famille? Elle va arriver début d'année prochaine. D'accord, ok. Bien. Ça, c'est pour Agricola. Alors, notre amie Charlotte, toi, tu es embauchée depuis peu de temps finalement chez Funforge? Janvier 2016. Janvier 2016, donc ça fait à peu près 10 mois maintenant. Et tu as été embauchée pour la com, c'est ça? Oui. Parce qu'il n'y avait personne pour faire la com chez vous aussi? Non, il n'y avait personne. C'était quelque chose dont je m'occupais en partie, qu'on se partageait à plusieurs. Il n'y avait personne dédié vraiment dont c'était la spécialité, le métier. La com, c'est quand même quelque chose de particulier. Oui. Ça demande aussi d'avoir des réseaux de contacts, des démarches ça prend du temps. Et donc, c'est ton métier. Tu as fait une étude, une école de communication. J'ai fait un master de communication et j'ai bossé dans le jeu vidéo pendant longtemps. Et après, j'ai été freelance 2 ans et je suis une grosse joueuse depuis. T'as quel âge? 53? 29. 20, ah oui, oh, disons, elle est fait pas. Elle travaillait depuis 12 ans. Il a commencé à 12 ans. Depuis ses 12 ans. C'était illégal quand tu as commencé. Non, j'ai commencé à jouer aux jeux de société hyper tardivement, vers 16 ans avec Munchkin. Tardivement, tu rigoles, tu sais à quel âge j'ai commencé à jouer moi? Moi, je sais pas, il y a plein de joueurs qui me disent oui, j'ai joué avec mes parents, j'avais 6 ans. Non, pas moi, j'ai commencé à jouer, j'avais 30 ans moi. Ouais. T'imagines. Tu t'es bien rattrapé. Ouais, je me suis bien rattrapé. Ok. Du coup, comme j'étais en freelance, j'avais envie de revenir à un schéma plus traditionnel, avoir un bureau, des collègues, et puis comme j'étais une grosse joueuse, on était déjà en contact, on avait failli travailler ensemble quand j'étais freelance, et puis voilà. Moi, ça me plaisait beaucoup. Tu connaissais les arcanes de la communication dans le monde du jeu. Voilà. Okay. Ça reste le même métier, quel que soit le secteur dans lequel tu travailles. Après, si tu es passionné, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire son métier. Sachant que dans le monde du jeu, c'est en train de s'installer, de changer en permanence, parce que le secteur, maintenant, il n'est pas le même qu'il y a 10 ans, il n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Ça n'a plus rien à voir. Et il évolue hyper vite, très clairement. Les choses changent tous les ans. Tous les ans, les choses changent. C'est ça qui est passionnant, c'est que tu t'ennuies pas. Tu dois toujours t'adapter, voir ce qui plaît, il y a beaucoup de défis. Nous, on a beaucoup de défis face à nous, parce qu'on a la volonté de rester indépendant. Ouais. Alors, c'est quoi rester indépendant? Rester indépendant, très clairement, aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe autour d'Asmodée, par exemple, Asmodée, ça devient vraiment un groupe vraiment important qui acquiert plusieurs sociétés. La dernière, Philosophia en date. Voilà, c'est rester indépendant pour nous, ça veut dire on veut être seul maître à bord dans la prise de nos décisions. Que ce soit éditorial, commercial, c'est ce qui nous a amené à faire de la distribution. Ne dépendre, en fait, c'est dépendre que de vous. Que de nous. Voilà. C'est ce qui nous a amené à faire de la distribution. C'est pas quelque chose qui était notre vocation. On n'avait pas spécialement envie de faire de la distribution. C'est un métier différent, c'est des contraintes différentes. Mais il y a un moment, on s'est posé la question, on s'est dit si on veut avoir la latitude vraiment de prise de décision qu'on souhaite conserver, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse de la distribution pour plein de raisons, commerciales, financières. Enfin voilà, il y a un moment, il faut que tu ouvres le robinet d'un côté pour pouvoir continuer à faire la baignoire. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour nous. On est dans une position un peu compliquée parce qu'on est vraiment dans une position. Je discutais avec des partenaires de distribution étrangers qui nous disaient on vous voit comme des challengers, vraiment parce qu'on est petit. Comparé à ces espèces de groupes énormes. Et on doit réussir malgré tout à faire notre place. Surtout que c'est pas votre position, elle est d'autant plus délicate qu'elle est précise, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas n'importe quel jeu, il y a une ligne, il faut que ça rentre dedans, parce que des challengers à Asmodée, il y en a quelques-uns, il y a BlackRock, on n'arrête pas d'en parler, qui sont en train de se mettre en place, qui commencent à avoir un catalogue qui grossit, parce que justement il y a plein de nouveaux éditeurs qui ne veulent pas bosser avec un très gros parce qu'ils ont peur de ne pas être… C'est des distributeurs, je serais tenté de dire, c'est des distributeurs purs, dans la mesure où ça va être aussi des gens qui vont prendre des jeux en dépôt-vente. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est zéro risque. Tu prends un jeu, ils se vendent très bien, ils se vendent pas, c'est pas le coût de stockage qui va être un enjeu. Nous, comme je te disais, on a vraiment une approche encore d'éditeur dans la distribution. C'est-à-dire qu'on sélectionne ce qu'on fait rentrer. Là, en plus du catalogue Lookout, par exemple, on va sortir d'ici la fin d'année Evolution, qui est un jeu de North Star Games avec des dinosaures, etc. C'est un jeu, on l'a sélectionné parce que
Bon, évidemment, tout le monde en parlait, disait c'est super, etc. Mais on l'a sélectionné parce qu'on y a joué, on a dit c'est vraiment super, on a envie d'éditer ce jeu-là. Et de l'éditer en français, donc de le distribuer de facto en français. Mais on a cette démarche-là. Et on reste intimement persuadé que parce qu'on n'est pas 300 dans la boîte, le moins on a de projets à pousser, le mieux on les pousse. Voilà, c'est forcément, c'est mécanique. Il y a un moment quand tu as 1000 jeux dans ton catalogue, tu ne peux pas dire ils sont tous super, quoi. Voilà, et tu peux pas avoir la force de frappe qui te permet de dire ils sont tous super. Donc nous on préfère les faire un par un, vraiment sélectionner les projets qu'on veut mettre en avant et mettre en avant ceux dans lesquels on croit. Et les mettre en avant, c'est ton boulot donc. C'est ça. En partie. Oui. Donc on a vu Agricola, qui était le gros truc. Ice Love Sky, on en a un petit peu parlé. C'est un excellent jeu pour découvrir ce que c'est que le monde du jeu à l'allemande, avec de la gestion. Comme je le disais, c'est un Carcassonne testostéroné, avec une couche supérieure de réflexion. Et je pense que depuis le temps qu'avec Trick Track et les associations et les bibliothèques et les joueurs qui organisent des week-ends, l'appréhension de la complexité de ce genre de jeu, maintenant, tu vois, elle est un peu plus évidente qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il fallait un Carcassonne. Maintenant, on peut initier avec un Age of Sky, c'est pas plus compliqué. Et nous, d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis, on organise des tours régulièrement. C'est-à-dire qu'on fait des tournois ou des présentations des jeux dans divers endroits en France. Et du coup, j'en profite pour inviter tous les lieux qui souhaiteraient accueillir ce genre d'événements à nous contacter Charlotte, soit via la page Facebook, soit en son nom sur notre site. Le site internet, onglet presse. Sur funforge.fr. Et de nous dire, moi je suis intéressé pour accueillir ce genre d'événement. Nous, on livre ce qu'il faut pour. Alors, pour que ce soit clair pour les gens qui vont te contacter, ça fonctionne comment cette histoire? C'est-à-dire, il faut que ce soit un lieu qui est pignon sur rue, donc une boutique qui a la place pour accueillir des gens, ou un café-jeu, ou une association. Faut qu'il y ait un minimum d'écho si tu veux aussi sinon derrière. C'est perdu, Et nous, on livre des packs. Voilà, des boîtes. Quand tu parles de packs, c'est un certain nombre de jeux. C'est un certain nombre de jeux, et puis ça peut être aussi des choses supplémentaires de la PLV. Les goodies, par la suite. Mais les gens doivent se débrouiller après pour avoir les démonstrateurs, ils organisent, ils se débrouillent. Oui, c'est ça, ils organisent dans leur lieu. Alors sur Paris, on est capable de faire les animations nous-mêmes. Parce qu'on est localisé sur Paris. En région, les gens se proposent d'expliquer les règles par eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas se déplacer tout le temps. Et ça, nous, c'est quelque chose. On a fait par exemple une série de tournois dernièrement qui était pas mal localisée sur Paris. C'était pas la volonté de ne pas le faire ailleurs, c'est juste que y a beaucoup de lieux qui ne se sont pas manifestés pour rejoindre ce circuit. Donc s'il y en a qui veulent, il ne faut pas qu'ils hésitent. Pas, parce que le but, c'est vraiment de rencontrer aussi les joueurs, d'avoir leur retour sur les jeux, et c'est super intéressant pour nous. Donc on va vraiment beaucoup développer cet aspect-là sur tous les jeux, donc il ne faut pas qu'ils hésitent. Oui, c'est dit, parce que la grande difficulté pour qu'un jeu fonctionne aussi, c'est pour tous les jeux d'ailleurs, c'est l'apprentissage de la règle. Et quand on va sur un salon, un festival, dans une boutique, quelque part chez des amis, et qu'on nous explique le jeu, on a fait envie d'aller l'acheter parce qu'on n'a pas à relire la règle derrière. On a déjà été initié, on a déjà vu comment fonctionnait un tour, c'est beaucoup plus facile. Du coup, ce genre de choses, c'est assez important d'organiser des démonstrations. Il y a deux façons pour nous d'amener ça. Il y a effectivement vraiment le contact direct avec les gens, de faire de la démo en boutique, on fournit aussi des jeux gratuits aux boutiques pour ça, pour qu'elles puissent les présenter, les faire tourner, etc. Il y a aussi un autre aspect qui est un peu plus complexe, mais qu'on met en place là au travers d'une application digitale pour Tokaido. On a fait la version jeu vidéo, puisqu'on vient du jeu vidéo, pour nous c'est facile. C'est facile, c'est une façon de parler, quoi. C'est quand même 2 ans de boulot. C'est facile d'avoir l'idée en fait. Après, les problèmes commencent. C'est quand même, c'est du développement, c'est cher, etc. Mais on sait aussi que c'est pour le coup, nous on conçoit le jeu vidéo comme une sorte de tutoriel qui va permettre aux gens qui ne connaissent pas le jeu de société, c'est ça, ils vont apprendre les règles et puis après ils vont y jouer. Ils n'auront pas peur du coup d'ouvrir la boîte et d'y jouer et d'aller vers le jeu de société. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite développer. C'est une stratégie de développement qui est commune à plein d'éditeurs aujourd'hui. C'est pas simplement pour créer un produit additionnel qui va apporter de l'argent à côté. Tant mieux si c'est le cas. Évidemment, ça reste toujours le but. On est une entreprise, on gagne un peu d'argent, c'est bien. Mais c'est aussi d'amener des gens. Nous, par exemple, la façon dont on a conçu Tokaido, l'application digitale, c'est d'en faire un jeu vidéo qui reprend stricto sensu les règles du jeu de plateau. Mais on veut l'amener à un public de jeux vidéo pour lui dire, regardez, derrière, il y a un jeu de société. Derrière qui existe pour de vrai. Voilà. Et ça, on veut le faire sur d'autres produits aussi. D'accord. On a la gamme à 2 joueurs, Trabant. Et puis. Tramban Trabant, c'est une voiture. Tramban et Patchwork. Donc là,
on s'est rendu compte, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo où on parlait de jeux pour deux, Bubble Pop, d'un petit éditeur qui se lance. J'avais constaté, moi, sur TrickRack, quand on avait commencé à demander aux gens de voter pour les meilleurs jeux dans telle catégorie, ça avait mis en évidence un truc, c'est qu'énormément de gens jouent aux jeux à deux et qu'il existait très peu finalement de jeux pour 2 joueurs purs. C'est un segment de marché qui est énorme. Voilà, il a été négligé et depuis peu, en fait, il est… Chez Lookout, ils ont cette gamme qui est vraiment super intéressante parce qu'ils en ont plusieurs et c'est vraiment une gamme qui continue à travailler. Traman, par exemple, c'est un très bon exemple. On était mitigé sur ce jeu-là. On trouvait le jeu très bien, mais on trouvait qu'il était très germano-centré. Oui. C'est quand même, tu fais le tramway à Munich dans les années 30, etc. Donc on a fait un petit tirage au début en se disant on va tester le marché pour voir ce que ça donne et c'est parti comme ça. Oui, et du coup, on s'est dit ça c'est une belle surprise et là il est en rupture parce qu'il faut qu'on le reproduise, etc. et qu'il revienne sur le marché. Mais ça nous a confirmé que Patchwork a vraiment des qualités intrinsèques qui font que c'est un jeu particulier, mais ça nous a confirmé que ce segment de jeu pour deux, il est vraiment ultra demandé. Moi je le savais depuis qu'on a mis des listes sur TrickRack, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 ans. Et il y a un deuxième truc que j'avais dit il y a quelques années et qui commence à poindre aussi, et on va y revoir un peu avec Hop, c'est-à-dire la catégorie jeux pour enfants. C'est-à-dire que, alors il y a Abba qui le faisait pendant un certain temps, mais il y a énormément de mécaniques de jeux d'adultes qui pourraient être épurées à leur maximum pour faire de très bons jeux pour enfants. Tu sais, le principe du draft, que tu peux épurer au maximum pour qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans comprenne l'échange, le passage, tu vois, le positionnement d'ouvrier. Il y a un gamin de 6 ans, il peut comprendre un positionnement d'ouvrier. Tu l'épures au maximum. C'est exactement la démarche des développeurs de jeux vidéo en réalité. C'est que quand tu prends les jeux vidéo aujourd'hui, notamment les jeux mobiles, la plupart, tu as une mécanique, une seule qui est ultra simple, extrêmement répétitive, que l'enfant ou l'adulte, mais évidemment on parle des enfants, va s'approprier plus facilement parce qu'il apprend par la répétition et du coup il va la comprendre et il pourra la remettre en œuvre dans d'autres jeux. Il pourra multiplier après les sources de manipulation, en avoir 2, 3, 4, 5, 6 et puis arriver après être un formidable joueur de jeux plateau ou de jeux vidéo. Nous c'est un truc qu'on va faire, par exemple autour de Tokaido, en développant l'appli, on s'est dit c'est vraiment quelque chose qui se prête à faire du minigame bien sûr. Dans cet univers-là et du coup on envisage déjà de développer des petits minigames comme ça. Et puis en plus des petits jeux qui pourront s'enchaîner. Ça peut être envisageable, un petit jeu dans lequel tu vas faire un petit truc, tu peux le jouer comme ça, et puis après tu as une deuxième boîte avec un autre jeu où tu peux avoir un rapport de ce que tu avais ou mélanger. Enfin tu vois, il y a des choses à faire pour vraiment initier les enfants aux mécaniques qui nous intéressent, plutôt que de toujours jeter un dé ou faire un memory. Tu vois, il y a des trucs supplémentaires à faire. C'est marrant, c'est une discussion qu'on a eue avec Eric Lang récemment, en parlant de développement de jeux, et où on se disait vraiment les jeux finalement qui sont les plus efficaces pour le grand public, parce qu'évidemment les jeux gamers sont différents, c'est des gens qui sont plus aptes, ouverts à assimiler, à jouer à plusieurs mécaniques en même temps, mais pour le grand public, vraiment les jeux qui marchent bien, c'est des jeux qui sont, comme dans le jeu vidéo, qui prennent une mécanique épurée au maximum. Si tu prends Hop, c'est un jeu il y a de l'habillage autour, mais c'est un jeu qui est basé uniquement sur la dextérité d'un lancer. Et qu'on a habillé de choses parce qu'on a voulu raconter une histoire aussi aux enfants, on veut leur faire vivre quelque chose, et puis que ça a été une bonne façon de proposer un produit qui était aussi attractif en termes de qualité de produit. Mais au final, il y a une mécanique très simple. Dans Patchwork, c'est pareil, il y a une mécanique super simple. Mais ça marche. Tu fais de l'assemblage, ça marche super bien. Tous ces jeux-là, finalement, ils sont streamlinés, comme on dit, au maximum, et c'est ça qui fait que les gens accrochent tout de suite. Et à propos de Hop et de Pocket Madness, on ne va pas trop évoquer les deux jeux-là, puisque en fait, on a fait tout à l'heure, avant ce live, on a fait 2 TrickRack TV. Avec d'ailleurs celle-ci Bruno Catala et notre ami Ludovic Blanc, qui sont les deux auteurs. On a expliqué le jeu et on a joué, et puis on a fait un hop. On a tenté de faire un hop autour de cette table. Pour ceux qui vont voir la vidéo, voilà, on est attachés, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, ça c'est les 2 nouveautés de cette rentrée. Les vidéos seront en ligne sur TrickRack très très bientôt. Et en jetant des petits coups d'œil sur mon téléphone, parce que je le redis, on enregistre là en VOD, mais on est en live sur Facebook et il y a plein de réactions. J'en ai chopé quelques-unes du bout de l'œil. Alors entre ceux qui disaient ça marche pas chez moi, mais nous on n'y peut rien, c'est Facebook qui gère. Nous on envoie du flux, donc pour la majorité des gens ça marche. J'ai vu quelqu'un qui a forcément fait un bond quand il a entendu Eric Lang. Il dit vous préparez quoi avec? C'est un secret. C'est un secret. Et voilà, c'est un secret. Mais en tout cas, il y a un truc en préparation. Je sais qu'Eric Lang était en France après ça, il est venu faire le tour des éditeurs. On l'a vu un peu à droite à gauche. Il est venu remplir la panse chez nous. Ouais, d'accord. On l'a gavé de petits pains. Entre autres.
Alors, il sait tout, hein. Il dit il est co-auteur avec Antoine Bozan, mais il prépare quelque chose chez Fanforge. Il est co-auteur avec Antoine Bozan d'un jeu qui est en préparation chez Space Cowboys. Ah oui, c'est ça. Bah oui, Space Cowboys, ils ont envoyé les images qu'il avait. Alors, je vais chercher quelques Falpal des bâtisseurs là, je ne sais pas, non, je ne parle pas de ça. Il me propose des Patchwork, le jeu du hibou pour mes enfants. Tu vois, Marina Vaillant joue avec ses enfants. Donc, c'est vrai que. Voilà, c'est parce qu'il montre en même temps, Germain, il aime bien faire des trucs comme ça, donc j'ai pas vu, il doit y avoir trop plein de questions partout. Effectivement, moi aussi, Sarah, je peux pas tout lire, il y a trop de gens qui parlent. Si vous avez des questions à poser, allez-y, je réponds tout de suite, je prends les nouvelles. Il y a Fred, Eric, Loïs, je sais pas de quoi vous parlez. Je n'aime pas trop Hop, l'univers est sympa, mais le jeu de dextérité est bof. Bah oui, ça n'est pas les jeux de dextérité, c'est une question de goût. Et malheureusement, les goûts de chacun ne sont pas universels. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui aiment la dextérité, moi je suis pas à l'aise non plus, mais dès que je peux m'amuser avec des gens encore moins à l'aise que moi, c'est rigolo. Comparer Patchwork à Hop, il faut quand même oser. Qui a comparé Patchwork à Hop? Patchwork, personne. Je ne sais pas ce qu'il dit. À un moment donné, il faut arrêter d'écouter les gens parce qu'ils racontent n'importe quoi. On parlait simplement des jeux qui étaient familiaux. Oui, jeux familiaux, oui, on peut tout comparer de toute façon. Ouais. Un fromage et une télévision, ça se compare. Et oui, une date pour Evolution, précise. Précise, c'est compliqué à dire, mais il devrait. Alors c'est toujours au conditionnel parce que ça dépend des transporteurs, ça dépend. Dis rien parce qu'après on dira, si tu dis si ça va arriver le 22 décembre et tu n'es pas là le 22, tu vas te faire incendier sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est fin d'année. Fin d'année 2016 donc. 2016, voilà. Des nouvelles d'une extension de Titan Race? Non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Ça marche bien le jeu ou pas alors? C'est un jeu qui est un peu. Il était à cheval entre deux. C'est ça. Entre le jeu vidéo, le jeu de société, enfant, pas enfant. C'est un jeu qui a très bien marché au lancement, vraiment très bien marché au lancement, dont les ventes ont ralenti assez rapidement derrière. Du coup, on est dans une situation, pour vraiment dire les choses de façon très transparente, un peu compliquée. C'est-à-dire qu'on hésite, on se dit, est-ce que si tu veux, il s'est bien vendu, mais pas assez pour qu'on se pose pas la question et qu'on se dise on fait une extension et puis voilà. Parce qu'une extension, c'est toujours un investissement, du développement, de l'argent, etc., du temps. On sait que les extensions, en moyenne, on va en vendre 30% du volume des boîtes de base. Voilà, donc on n'est pas encore dans des ampleurs de chiffres qui nous font ne pas nous poser la question sur est-ce qu'on le fait ou pas. C'est toi qui grince? Ouais, c'est votre chaise qui est cassée. Quelqu'un demande comment se passe votre sourcing de nouveaux jeux? Il est assez simple, on ne le fait pas. C'est-à-dire? Non, je rigole. Les gens peuvent nous envoyer des propositions par mail ou prendre des rendez-vous sur les salons pour venir nous rencontrer, présenter leurs protos, etc. Ça, c'est vrai on reçoit les auteurs connus comme les pas connus. Si le projet est intéressant, il est intéressant, voilà, point barre. Il y a des auteurs connus qui nous présentent des trucs qui ne nous intéressent pas du tout. Et Titan Race, par exemple, Julien était inconnu à l'époque et on a trouvé l'idée très bien. Donc la meilleure façon, c'est de nous contacter par mail, de venir, si possible, prendre un rendez-vous pendant un salon. Alors on est là à Cannes, on est là à SN, on est là à Paris Ludique, on est là aussi à la Gen-Con, à la Gen-Con. En même temps, les salons où vous êtes, vous l'annoncez, donc les gens sauront que quand il y a un salon et qu'il y a Funforge, on ne peut pas s'aller voir avec un prototype. Et ils viennent nous rencontrer et puis on évalue simplement. Après, il y a une première phase qui est faite à ce moment-là, on évalue si le jeu. Alors ça ne veut pas dire qu'il est nul, mais ça peut vouloir dire qu'il n'est pas du tout en phase avec notre catalogue. C'est ça. Et puis pareil, un éditeur, il a besoin non seulement d'avoir une idée éditoriale, mais il prend en considération ce qu'il a sorti avant, ce qu'il a sorti après. Et pas s'auto-vampiriser. Et puis on essaye de voir un peu les tendances aussi, de voir qu'est-ce qui va commencer à moins intéresser les gens, parce que souvent les gens arrivent avec des idées qui sont des choses qui sont un peu entre guillemets réchauffées, c'est pas péjoratif, mais c'est-à-dire qu'il y a une tendance. Par exemple, quand c'était vraiment les jeux de draft, tout le monde faisait des jeux de draft et puis on avait plein d'idées qui nous arrivaient. On reçoit des projets tous les jours de propositions comme tous les éditeurs. Donc il y a un moment, il faut vraiment qu'on fasse un tri. Le tri à l'entrée, il est super sévère en réalité. C'est très rapidement fait. On commence à lire le projet, on voit s'il y a quelque chose qui nous accroche dedans ou pas. Si ça ne nous accroche pas, on passe au suivant parce qu'on n'a pas le choix. On en reçoit trop. Après, il y a des données de base qui font qu'on va être réticent sur des projets par rapport à d'autres. Par exemple, quelqu'un qui vient quand a voulu trop bien faire et nous dire voilà, j'ai un prototype, il est fini, il est illustré par un tel, etc.
Nous, c'est mort. On sait que ça va être problématique parce qu'il aura déjà travaillé avec un ou une illustratrice ou un illustrateur, que a priori c'est leur création à deux, qui vont regarder. Si nous, l'illustration ne correspond pas à notre gamme, tout simplement qu'on avait envie de le faire à notre manière, parce que c'est aussi très égoïstement le plaisir de ce métier, de faire l'habillage des jeux, de les retravailler, etc. Donc ça, c'est des projets qui sont compliqués à travailler pour nous. Limite, moi, je préfère que quelqu'un arrive avec 3 schémas, un tableur Excel, s'il faut, et puis des bouts de ficelle, et il m'explique le jeu comme ça. Si l'idée, elle est bonne, on va le voir tout de suite. Il n'y a pas besoin de rajouter des couches et des couches dessus, quoi. Et comme tu le dis, c'est le travail de l'éditeur de faire ça. Ouais, l'habillage, le réglage, toutes ces choses-là. Nous, on n'est pas là pour développer le jeu, ça c'est le travail de l'auteur. On travaille avec eux bien évidemment pour dire cet aspect-là, on pense que ça pourrait être plus intéressant, propose-nous quelque chose de mieux. Après, il fait son taf, il retravaille le jeu, etc. C'est pas nous qui développons les jeux, c'est pas nous qui prenons des jeux finis juste pour mettre notre logo dessus. Et on veut faire ce travail-là. C'est notre boulot de faire le travail d'édition. C'est le travail d'éditeur. Voilà. C'est ça. Sinon, on ne sert à rien. Ok, bon. Donne-moi Cottage Garden en VF. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit mouvement de tête dubitatif du côté de... Alors, Cottage Garden, c'est un jeu, globalement, ça fait partie des mystères de Uwe Rosenberg, c'est-à-dire que c'est un auteur qui travaille très étroitement avec Lookout, mais qui des fois fait des trucs comme ça, des espèces de spin-off ailleurs, limite sans prévenir personne. Ouais. Et Cottage Garden, c'est une sorte de patchwork retravaillé. Ouais. Voilà. Alors moi personnellement je trouve que justement ce qui est beau dans Patchwork c'est que c'est épuré et qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter des choses dessus, ce qui a été fait dans Cottage Garden, après c'est mon avis personnel, qui est sorti chez un autre éditeur dont j'ai oublié le nom. Donc tout le monde nous demande, vous allez faire Cottage Garden c'est pas le cas, sauf que nous on a un accord avec un éditeur, pas avec un auteur. Donc non, c'est pas prévu qu'on fasse Cottage Garden. Ok, voilà, ce n'est pas prévu. Peut-être que s'il y a une opportunité, une occasion et qu'on estime que le jeu est bien au final, on le fera, mais après il y a un moment ça sera un peu un doublon aussi. Et un doublon je pense très honnêtement, moins bon que Patchwork. Donc, ça, après, c'est mon avis personnel. Bien, je crois qu'on a fait le tour, on a bien papoté. Là, je ne sais pas combien de temps on parle, mais à moins que Charlotte ait un truc à dire. Non, ça va, au niveau com, on était bien, on n'a pas dit trop de gros mots. Non, on était ça bien, va. C'est son bon profil. Il faut être naturel. Très bien. Au niveau administratif, ça va? Tout se passe bien. Ok, bon ben merci pour avoir participé à ce petit papotage, avoir discuté. Je vous le rappelle, on a fait ça en direct sur Facebook pour vous dire que ces deux jeux-là, y a des vidéos qui vont pas tarder, d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine, elles seront débloquées, le temps qu'on les charge sur le serveur, qu'elles passent à la molinette, etc., etc. On était ravis de vous accueillir. On est toujours ravis d'accueillir des gens qui vont nous parler du secteur, des gens qui sont dans le secteur et qui aiment ce qu'ils font, parce que le secteur le permet encore. Je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais en tout cas, pour le moment, il y a encore des gens qui font ça parce que... Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Vous peut-être, mais après on verra. Le jour où Hasbro va racheter tout le monde, ça va faire mal aux faces. Non, ils ne rachèteront pas nous. On aura fait faillite bien avant. Sans doute. Oui. Voilà, on a un peu papoté. 42 minutes, me dit Monsieur Vince Glorbeau. C'est pas mal 42 minutes pour un papotage à la limite. C'est pas mal. Je pensais qu'on allait faire ça 5-10 minutes, moi. Ah bon? C'est complètement dingue. Comme ça. Ah ben non, on avait beaucoup de choses à dire finalement. Je remercie Madame Gersandre et Madame Charlotte et Monsieur Philours. Merci à toi. On va regarder ces caméras droit dans l'objectif et puis dire tous ensemble Jenny Reich. Jenny Reich.